tous, je suis Adrien du blog abcmoteur.fr. Aujourd'hui on va faire une petite sortie un peu spéciale, assez exceptionnelle on va dire, puisque je vous emmène dans les locaux de Peugeot Sport à Vélizy. C'est là-bas que Peugeot prépare ses 2008 DKR 16 pour le Dakar 2016. On va pouvoir rencontrer le directeur de Peugeot Sport, Bruno Famin, et ensuite aller dans les ateliers pour voir les 4 énormes tout-terrain en cours de préparation. Donc voilà, c'est vraiment une super opportunité pour leur poser des questions, savoir un peu comment ça va se passer pour cette deuxième participation au Dakar et voir les bébêtes de plus près. Allez, c'est parti, je vous emmène. Tous nos pilotes, de toute façon, savent que la priorité est toujours donnée à l'intérêt de l'équipe. Comme on sait par définition sur un rallye raid long, dur et compliqué comme le Dakar, qui peut se passer beaucoup de choses et qui va se passer, la seule chose qu'on sait c'est qu'il va se passer des choses, hein. Des crevaisons, des gens qui se perdent, des pannes on n'espère pas trop, mais il va forcément se passer des choses, donc il y aura des aléas de course. Donc on a mis en place une stratégie qui vise à toujours privilégier l'équipe et donc les voitures les mieux classées, peu importe qui c'est. Ça ne se fait pas en fonction de qui pilote, parce que je veux dire, sacrifier une voiture qui sera deuxième au général pour aider Loeb qui va être 28e, je vois pas bien l'intérêt. Même si c'est Loeb, il n'y a aucun intérêt. Et donc ça, alors c'est assez facile à dire, c'est un peu plus compliqué à mettre en œuvre, surtout en début de rallye, quand les voitures sont quand même relativement proches, où il faut éviter la double peine. Parce que un gars qui est deuxième et puis l'autre qui est quatrième, par exemple, si on arrête le quatrième pour aider le deuxième, on risque d'avoir les deux qui reculent, et sinon un seul. Donc voilà, c'est assez fin. Et donc on n'a pas fini, on est en train justement de réfléchir à toutes ces règles à mettre en œuvre et qu'elles soient claires avant le départ, de manière à ce que sous la pression de l'événement, on puisse agir comme il faut et en fonction de la solution optimale pour l'intérêt de l'équipe. J'en découle une seconde question par une stratégie plus globale de course. Est-ce que vous allez attaquer plus d'entrées cette année par rapport à l'année dernière ou l'année dernière on était à fond, hein. Non, c'est une course d'endurance, le Dakar, donc il faut on est toujours dans une période d'apprentissage où ce n'est que notre deuxième Dakar. Ça fait pas bien longtemps que le projet a commencé, quand on regarde bien. Puis quand on regarde par rapport à nos principaux concurrents, on a un déficit énorme d'expérience. Et notre premier objectif, ça sera d'amener un maximum de voitures à l'arrivée. Et c'est comme ça qu'on apprend le mieux, et c'est en cela que le Dakar 2015 a été très positif. On a amené 2 voitures sur 3 à l'arrivée, et on a pu apprendre beaucoup de choses. Donc on se doit de gérer ça. Après, on a 4 pilotes, 4 équipages qui sont intelligents, qui savent que c'est au bout de 10 000 km de course que le podium d'arrivée est situé, et que c'est un peu comme en circuit, hein. Je veux dire, au premier virage, on ne gagne pas la course, mais on peut la perdre, hein. Ouais, on peut tout perdre. Donc la prudence c'est de mise. Ceci étant dit, ça on peut le moduler par les spécificités du Dakar. Il est quand même important de partir dans les premiers, puisque l'ordre des départs d'une étape est conditionné par le classement, non pas le classement général, mais simplement le classement de l'étape de la veille. Donc ça veut dire que plus on part loin en ordre de départ, plus on est gêné par des concurrents plus lents, par la poussière, par la piste qui est plus défoncée. Donc il convient quand même de ne pas partir trop loin et d'adopter un rythme suffisant, on va dire. Mais ça ne veut pas dire être à l'attaque à outrance, hein, c'est sûr. Pourquoi être allé au Dakar? Qu'est-ce qui a changé 25 ans plus tard? Alors, qu'est-ce qui a changé 25 ans plus tard? À peu près tout, sauf, on va dire, l'esprit du Dakar. C'est-à-dire que c'est l'esprit et le fait que ça soit
vraiment une aventure aujourd'hui, que ce soit toujours une course d'hommes avec un grand H, hein, et c'est une course qui est vraiment très difficile et où le mental est aussi extrêmement important. Alors on a plus Hubert Auriol qui fait 300 km avec les 2 chevilles cassées sur sa moto, hein, ça n'existe plus, les toubibs ne laisseraient plus faire. Néanmoins, il y a des situations extrêmement difficiles, sûrement d'ailleurs encore plus pour les motards que les autos. Mais cet esprit, ça reste une véritable aventure, passer dans des endroits incroyables où on ne va jamais. Ça permet aussi de faire découvrir aux spectateurs, aux téléspectateurs, de magnifiques lieux, de magnifiques images. Et ça reste vraiment une aventure sportive humaine, comme il y en a très très peu en fait. Donc ça reste. Après, tout le reste a changé, on va dire. La course, paradoxalement, je pense, est beaucoup plus dure qu'elle ne l'était en Afrique, parce qu'il y a des conditions qui sont très variées par la nature du terrain. On peut être dans la Pampa en Argentine, on est dans la cordillère, on peut passer de 55 degrés à 0 degrés, comme on aura sûrement en Bolivie. Il peut pleuvoir, petit crachin en Bolivie, on peut avoir des pluies torrentielles à Salta. Donc on peut vraiment avoir des conditions, il y a des conditions extrêmement variées et il peut y avoir des aléas climatiques extrêmement forts en plus. Quand on faisait le Paris-Dakar, de Paris à Dakar, les conditions on les connaissait. La route on savait ce qu'on allait avoir comme type de piste, hein, et on savait qu'on allait skier un peu en Afrique du Nord, mais qu'après ça allait, quoi. Donc voilà. Après, ce qui a changé aussi, c'est le niveau. Ça s'est professionnalisé, hein. Donc il y a toujours cette partie amateur qui fait la masse et qui fait le succès de l'épreuve, hein. Mais il y a aussi, je veux dire, aujourd'hui, quand on regarde les 30 premiers inscrits en auto, c'est des pilotes qui, soit par leur expérience de rallye pur, et on voit qu'il y a de plus en plus de rallyman, hein, qui ont évolué au championnat du monde à très bon niveau, soit il y a des gars qui ont une grosse expérience du rallye raid, et il y a une trentaine d'équipages qui roulent très fort et qui peuvent prétendre de rentrer dans le top 10. Là au départ, je pense qu'il y a une bonne trentaine de gars qui peuvent faire un top 10. Et puis il y en a, je sais pas, j'ai pas compté, mais une douzaine qui peuvent faire un top 5, voire un podium. Donc, et puis on a vraiment des équipes très fortes. Le temps où Jean Todt, il n'était pas né, mais Jean Todt disait on se bat contre des camionnettes, c'est plus ça du tout. On se bat contre des équipes d'usines qui disent pas leur nom, hein, qui ont 15 ans d'expérience. C'est pas le même chemin qu'en WRC, ou en rallye. Au départ, c'était quand même plus amateur qu'aujourd'hui, et maintenant il y a des très grosses structures. En WRC ou en rallye, en championnat du monde des rallyes, à l'époque, hein, si on se remet à cette époque-là, qu'on peut jouer à débarquer, il y a quand même Audi, Lancia, qui avait des grosses expériences, hein, qui avait des voitures, des gros moyens, une grosse technologie avec le Di-Quattro, hein. Lancia avait historiquement, depuis la 124 Speeder, la Fiat 131, la Stratos, la 037, ils avaient un vrai savoir-faire, une vraie culture, des vrais budgets, donc il y avait du monde. Par contre, passer sur le Dakar, c'est sûr que là, toi disais, bon, oui, on se bat contre des camionnettes, c'est sûr. Là, on se bat plus contre des camionnettes, on se bat contre d'autres usines. Donc, mais des usines qui ont 15 ans d'expérience. Aujourd'hui, quelles sont les retombées du Dakar? J'arrive pas trop à me rendre compte. Est-ce que le public est européen ou d'autres continents? L'avantage, c'est que le Dakar, il est mondial aujourd'hui. Donc, par rapport à l'âge d'or du Dakar, que certains ont pu connaître, il y a peut-être 20 ans de ça maintenant, je pense que honnêtement, l'intérêt a dû baisser quelque peu en Europe. Mais le Dakar reste un événement très fort dans beaucoup de pays européens. Et puis la grosse différence, c'est qu'il s'est complètement développé à l'international en termes de notoriété. C'est-à-dire que, en Amérique latine, bien évidemment, l'Argentine, n'en parlons pas, mais les Chinois, les Russes, les Chinois, il y a beaucoup de Russes. Les Chinois aussi le suivent de très près. Et ça, c'est les pays clairement qu'on cible, nous, en termes de communication. Donc, on fait un programme de rallye raid
pour contribuer à l'internationalisation de la marque Peugeot. Donc notre cible en termes de com, c'est pas l'Europe. Tant mieux, il faut qu'on fasse l'Europe, c'est obligatoire. Mais ce qu'on veut, c'est gagner en notoriété et en qualité d'image en dehors de l'Europe. Donc le fait que le Dakar ait une forte notoriété en Amérique latine, une forte notoriété en Russie, une forte notoriété en Chine aussi. D'ailleurs, il y a quand même tout un développement du rallye raid en Chine maintenant, avec 2-3 épreuves qui commencent à être pas mal du tout. Voilà, donc on a cet impact-là et des bonnes retombées à ce niveau-là. Pour ma part, je me pose la question de la stratégie que vous avez au niveau de la technique de votre véhicule. L'an dernier, vous étiez venu avec un véhicule qui a 2 roues motrices contre des concurrents qui en ont 4. Vous avez conservé cette stratégie cette année en densifiant, en augmentant la puissance, en réussissant à gagner en poids. Mais si jamais ça échoue de nouveau les 2 roues motrices, vous persisterez à les garder? Ah bah, on en reparlera le 18 janvier, mais... oui. Non, une des conclusions du Dakar 2015, une des conclusions techniques, ça a été qu'on a confirmé notre choix de concept, justement. D'accord. Et qu'on se dit que notre première voiture, là, ou notre voiture 2015, vu le temps qu'on avait eu pour la faire, elle n'était pas si mal. Mais que bien évidemment, elle pouvait être améliorable à peu près dans tous les compartiments du jeu, et c'est ce qu'on a fait pour la version 2016. Mais la première chose qu'on s'est dite, c'est bien de confirmer effectivement que, en l'état actuel du règlement en tout cas, une voiture à 2 roues motrices, avec des grandes roues, des grands débattements de suspension, un moteur turbo, c'était le bon choix pour espérer dépasser le plus rapidement possible la concurrence, qui est elle effectivement 4 roues motrices. Et ça pour 2 raisons, parce qu'on pense effectivement, au vu de l'analyse de perfo qu'on a fait sur 2015 et connaissant nos limites 2015, et connaissant et en analysant un peu nos possibilités d'évolution et notre potentiel d'évolution, donc on pensait qu'il y avait un step important à faire. Et puis d'autre part, comme on le disait, nos concurrents sont fort expérimentés et ont eu le temps d'optimiser leur concept, le concept 4 roues motrices. Et donc voilà, je veux dire, nous on veut gagner le Dakar le plus rapidement possible, et c'est possible avant 15 ans. Souvent la meilleure voie, la meilleure façon de doubler les adversaires, c'est de prendre une autre voie. Et là on pense que ce concept nous le permet. Est-ce que ça posera problème que d'avoir des étapes, il y en a 2, où les voitures sont fixées en parc fermé à la fin de la journée, sans possibilité d'avoir accès au parc d'assistance? Est-ce que vous avez... Ah ça on n'aime pas ça, hein. Mais bon, c'est la même chose pour tout le monde, hein. C'est la même chose pour tout le monde. Et du coup ça fait que tous les pilotes sont formés à pouvoir réparer des... Ça, de toute façon, indépendamment de ça, ils sont formés, les pilotes copilotes sont formés à un certain nombre d'interventions. Et chaque véhicule emporte des pièces détachées? Et chaque véhicule emporte des pièces détachées. Mais là, contrairement à l'année dernière, c'est un vrai parc fermé. C'est-à-dire que même les équipages n'auront pas le droit d'intervenir sur la voiture entre la fin de l'étape et le début de la suivante. L'année dernière, ils avaient le droit d'intervenir. Là, ils n'auront pas le droit. Donc, s'il y a des interventions à faire, ça sera sur le parcours de liaison, avant de rentrer au parc ou en ressortant du parc. Et donc, comme le temps est compté, il faut espérer qu'il n'y ait pas grand-chose à faire. Donc là, c'est une vraie marathon pour le coup. Beaucoup plus que celle de l'année dernière à Uyuni. J'ai une question sur l'accompagnement, plus en termes de formation de Daniel Lena sur l'orientation, hormis le rally Ching auquel il a participé. Est-ce qu'il y a vous avez prévu un programme Rallye du Maroc. Du Maroc. Oui, pardon. Est-ce que vous avez prévu des formations, des trainings autres? Comment ça se passe virtuellement, des simulations, je sais pas. Daniel Elena, il a pas d'expérience en rallye raid. Par contre, donc ça c'est un handicap par rapport à d'autres. Par contre, il a un gros avantage, c'est que c'est un coéquipier professionnel et parmi les meilleurs. Et donc c'est quelqu'un qui a une démarche d'apprentissage, et en plus qu'il partage avec Sébastien Loeb, depuis le temps qu'ils se connaissent. Ils ont vraiment cette démarche de progresser et d'apprendre, et très rapidement. C'est des gros bosseurs, et ils analysent tout ce qui se passe, et ils essayent de vraiment tirer des enseignements de tout ce qui leur arrive, et donc de penser, non, voilà, tiens, il s'est passé ça là sur cette étape du rallye du Maroc, comment on a réagi là. Donc on regarde les vidéos, les inboards, et ce
qu'on a bien fait de réagir comme ça, pas comme ça, là on s'est trompé de chemin, peut-être qu'il faut faire autrement. Donc ils ont cette démarche d'apprendre, apprendre, et qui va les faire progresser très très vite. Après, Daniel Elena, il a été accompagné, il l'est encore, par Alain Guéhenec, donc qui est notre copilote de secours. Que comme avec 4 copilotes, maintenant on se dit que on sait jamais ce qui peut se passer. Ça serait dommage qu'un pilote puisse pas partir parce qu'il y en a qui se fait une clavicule en vélo ou qui tombe en scooter. On a déjà connu ce genre d'aléas. Donc Alain Guéhenec avait une double mission, c'était vraiment de former Daniel, ce qu'il a fait avec beaucoup d'implication et d'altruisme, parce qu'il savait très bien que si Daniel était pas au niveau, c'était lui qui avait la place, et malgré ça, il a joué le jeu à fond, donc c'était vraiment extrêmement remarquable de sa part. Et donc voilà, Daniel est accompagné dans cette formation, dans toute cette formation, donc que ce soit de l'orientation, de la lecture de roadbook, parce que les roadbooks ont quand même pas grand chose à voir avec des roadbooks de WRC. Et puis il s'entraîne formation mécanique, etc. Donc tous les compartiments du jeu. Quelles améliorations techniques, résumeriez-vous en une petite minute, ont été réalisées sur le 2008 de 2007? Beaucoup d'éléments ont été donnés dans la presse, mais quels sont selon vous les points forts où vous avez vraiment pu gagner du potentiel? Les 3 points forts, c'est la stabilité de la voiture du fait de son assise élargie, on va dire, élargie et allongée. Le deuxième point fort, c'est tout ce qui est utilisation moteur. Donc on a vraiment travaillé l'utilisation du moteur à bas régime, en voyant les rapports de boîte, en travaillant les turbos, etc., de manière à ce qu'on puisse vraiment utiliser le moteur dans toutes les circonstances, à tous les régimes, à toutes les altitudes. Et le troisième, c'est la réduction du poids. Réduction du poids, baissement du centre de gravité. Et puis un point important aussi, c'est le nouveau pneu qui est dans la gamme Michelin maintenant, qui apporte un vrai plus par rapport au pneu de l'année dernière. Sachant que le premier, la stabilité, c'est à la limite c'est le moins quantifiable en termes de secondes au kilomètre, mais c'est presque le plus important parce que c'est celui qui donne de la confiance au pilote. Nous voilà arrivés à la fin de cet après-midi avec Peugeot Sport. J'espère que voilà, cette interview ça vous a permis à la fois pour les passionnés ou pour ceux qui connaissent moins le Dakar vous rendre un peu compte donc voilà, de ce que c'est, comment ça marche, ce qui les attend et puis leurs objectifs. J'espère aussi que voilà, ça vous a donné un petit aperçu un peu plus précis de la voiture en la voyant comme ça en vidéo de plus près et en plus en cours de montage, donc c'est vraiment idéal. Si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible. Vous pouvez mettre un petit pouce bleu à la vidéo, vous abonner à la chaîne, et puis moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!